Pendant presque 20 ans, le tennis a vécu sous le même règne. Nadal, 22 grands chelems, dont 14 à Roland-Garros. Federer, 20 grands chelems, dont 8 à Wimbledon. Djokovic, 24 grands chelems, dont 10 à l'Open d'Australie. 3 noms, 3 styles, une domination totale. Et puis une question, une vraie. Est-ce que le tennis va mourir avec eux? Non. What a point for Yannick Sinner to win the Australian Open. His maiden major. Yannick Sinner takes his space score of Wimbledon history. What a wonderful match. You're mine, and we belong together. Né le 16 août 2001 dans les montagnes d'Italie, à San Candido, un endroit plutôt connu pour la neige que pour le tennis. Jannik Sinner. À l'origine, Sinner n'est pas un joueur de tennis. Il est skieur. Un skieur presque professionnel jusqu'à un accident. Rien de grave mais suffisant pour tout changer. Le tennis arrive tard, très tard, mais très vite quelque chose saute aux yeux. Un jeu à plat, puissant, sans fioriture. À seulement 12 ans, il est repéré par un homme, Riccardo Piatti. Riccardo Piatti, le sorcier italien, l'homme qui a façonné Djokovic. Piatti voit en lui quelque chose de rare, très rare. I remember that I saw him in Milano during one tournament under 12 years old. I remember him for his hair was red, but I didn't know the name. And then I saw to practice, and I said, okay, this guy I want to adopt. Mais le talent ne suffit pas. Il faut choisir. À 13 ans, Jannik Sinner quitte sa famille. Il déménage à Bordighera, à plus de 800 km de chez lui. 13 ans, 800 km loin de sa famille. À cet âge-là, certains choisissent un collège. Lui, choisit une vie. Et c'est ici que tout commence. Pas une success story, pas encore, mais la naissance d'une machine. Jannik Sinner n'a que 17 ans lorsqu'il devient professionnel. Il n'arrive pas directement sur les grandes scènes du circuit ATP, mais par la porte la plus discrète, le circuit Challenger. Il enchaîne ses premiers tournois en Italie, loin des caméras, loin du bruit, dans un environnement où l'on apprend surtout à perdre avant d'apprendre à gagner. Début 2019 marque un tournant. À Bergame, Sinner s'impose sur le circuit Challenger. Ce n'est pas encore un exploit mondial, mais dans le milieu, le signal est clair. Ce jeune joueur progresse plus vite que les autres. Très vite, il attire l'attention par son jeu à plat, sa puissance précoce et surtout son calme étonnant pour son âge. Quelques mois plus tard, il découvre le circuit ATP à Budapest pour l'un de ses premiers matchs au plus haut niveau. Il bat le Hongrois Máté Valkosk, une victoire simple mais symbolique. Sinner prouve qu'il peut gagner dès ses débuts face à des joueurs installés. En très peu de temps, sa courbe s'accélère. Il entre dans le top 200, puis dans le top 100 mondial. Et en 2020, tout bascule réellement à Roland-Garros. Pour sa première participation à Roland-Garros, Jannik Sinner frappe fort, dès le premier tour. Il élimine David Goffin, alors 13e joueur mondial, en 3-7 maîtrisés. Il enchaîne ensuite contre Benjamin Bonzi, puis Federico Coria, et se qualifie pour les 8e de finale. Mais c'est là que le nom commence vraiment à résonner. Face à Alexander Zverev, 6e mondial et récemment finaliste de l'US Open, Sinner livre un match plein.
qu'il emporte en 4-7 après 3 heures de combat. À seulement 19 ans, il devient le premier joueur depuis Rafael Nadal en 2005 à atteindre les quarts de finale de Roland-Garros dès sa première participation. En quart de finale, il affronte Rafael Nadal. Le match débute tard dans la soirée et se termine à 1h26 du matin. Sinner s'incline en 3-7 et résiste pendant près de 3 heures, tenant tête au maître absolu de la terre battue durant les 2 premières manches. Ce soir-là, même dans la défaite, un message est envoyé au monde du tennis. À l'issue de ce tournoi, Jannik Sinner est entré dans le top 50 mondial autour de la 36e place. We spent all year competing for ourselves. Team events are special in tennis. Oh, wow. It's always an honor to play for a country. It's jaw-dropping stuff. Team comes first and I come second. Au fil des saisons, Jannik Sinner ne progresse plus. Il s'installe. L'année 2022 marque un vrai changement de dimension. Il commence la saison par 3 victoires à l'ATP Cup, montrant d'emblée qu'il est capable d'assumer des responsabilités dans des matchs à un enjeu collectif. Un détail souvent révélateur du caractère d'un joueur. Très vite, il confirme sur les grands tournois. Sur terre battue, il atteint les quarts de finale du Master de Monte-Carlo. À l'US Open, Sinner franchit un nouveau palier. Il enchaîne les matchs longs, les combats physiques et surtout les victoires en 5-7. Il bat Daniel Altmaier, puis les Américains Christopher Humbox et Brandon Nakashima, avant d'éliminer Ilya Avalchaka. Encore une fois, en 5-7. À la fin de l'année 2022, le constat est clair. Jannik Sinner termine la saison dans le top 10 mondial. À 21 ans, il ne fait plus partie des promesses. Il fait partie de l'élite. En 2023, tout s'accélère. Sur le court, Sinner dégage une nouvelle impression. Il semble plus solide, plus constant, presque intouchable. À l'Open d'Australie, il enchaîne les victoires sans trembler. Même quand il est mené 2-7-0 contre Marton Fucsovics, il renverse totalement le match, gagne les 3 sets suivants et rejoint la 2e semaine. Puis vient l'été nord-américain, à Toronto. Il remporte le premier Master 1000 de sa carrière. Il bat Berrettini, son fils Tommy Paul, puis Alex de Minaur en finale. Cette victoire propulse à la 6e place mondiale, son meilleur classement à ce moment-là. Sur les 12 mois précédant l'Open d'Australie 2024, Sinner remporte 5 titres ATP. Il est l'un des joueurs les plus réguliers du circuit. À ce stade, beaucoup commencent à le voir comme un futur numéro 1. Mais un match va tout changer. Roland-Garros 2023. À ce moment-là, Jannik Sinner arrive à Roland-Garros 2023 avec un statut clair. Il est installé dans le top mondial, et il gagne régulièrement, et puis vient ce match. Face à lui, Daniel Altmaier, un joueur disque aux cloches. Les échanges sont longs, très longs. Altmaier s'accroche, Sinner force. Le premier set est accroché, tendu, indécis, puis le deuxième aussi, et pourtant Sinner est là. Il tient, il pousse, on sent qu'il est plus fort. À mesure que le match avance, Sinner s'accroche. Il revient, il prend l'avantage, il mène 2-7-1, le public commence à comprendre que le match est en train de basculer. Et puis,
Le break est fait pour... Il hésite, il s'agace. Altmaier s'en sort. Le match continue. Pourquoi pas, on en a pas. Le 5e set devient un combat de nerfs, plus de 5 heures de jeu. Les corps sont épuisés, les jambes sont... Sinner, lui, n'a pas pu conclure. Le break pour Daniel Altmaier. Oh, quel point une nouvelle fois, mais quel point! 98 points contre 193 pour Altmaier. Sinner gagne plus de points, mais il perd le match. Ce n'est pas une défaite ordinaire, ce n'est pas un manque de niveau, ce n'est pas un problème physique, c'est autre chose. Ce soir-là, à Roland-Garros, on comprend une chose. Après Roland-Garros 2023, quelque chose change. Jannik Sinner n'est plus tout à fait le même joueur. Son regard est différent, plus dur, plus présent, comme si ce match interminable, cette défaite cruelle, l'avait marqué à jamais. Sur le court, on le sent plus décisif. Cette transformation se voit immédiatement à l'Open d'Australie 2024. Sinner avance dans le tableau avec une maîtrise impressionnante. Match après match, il déroule. Il ne lâche qu'un seul set avant la finale et ne montre aucun signe de doute. Puis arrive la demi-finale. Face à lui, Novak Djokovic, le patron, le maître absolu de Melbourne. 33 victoires consécutives à l'Open d'Australie. Ce soir-là, Sinner ne se contente pas de gagner. Il met fin à une série historique. Il bat Djokovic et à cet instant précis, il ne fait plus partie de la génération montante. Il entre dans l'histoire. L'ère du Big Three touche définitivement à sa fin. Will he emerge as the champion? We're about to find out. Medvedev impose son rythme et Sinner se retrouve mené 2-7-0. Impossible de ne pas penser à Roland-Garros, à Altmaier, au bal de match manqué au moment où tout lui avait échappé. Mais cette fois, quelque chose est différent. Sinner ne panique pas. Set après set, il revient. Il gagne le 3e set, puis le 4e. Le public sent que le match bascule. Jannik Sinner, one game away. Il expliquera plus tard lui-même. J'ai juste essayé de rester sur le court aussi longtemps que possible. Quand tu gagnes un jeu très important, le match peut basculer. Aujourd'hui, c'était ça la clé.
Il remporte son premier grand chelem et quelques semaines plus tard, il devient numéro 1. La renaissance est totale. Mais un vrai champion ne s'arrête pas là. Après Melbourne, Sinner enchaîne. Il étend sa série de victoires à 17 matchs consécutifs. Il remporte le tournoi de Rotterdam en battant Alex de Minaur en finale. Il ne gagne pas seulement, il domine. Arrive alors Indian Wells, le tournoi qui peut confirmer une chose. Jannik Sinner est-il le nouveau roi, le successeur du Big Three à lui seul? Les premiers tours sont sans appel. Il gagne 6-3, 6-0 puis 6-3, 6-4. Il écrase Ben Shelton en 2-7, atteint sa 150e victoire sur dur et affiche 15 victoires pour 0 défaite sur la saison. Puis arrive la demi-finale. Face à lui, Carlos Alcaraz. Le match commence parfaitement, Sinner mène 6-1, il survole, il contrôle. Mais... le match change. Alcaraz élève son niveau, Sinner recule. L'Espagnol remporte les 2 sets suivants, 6-3, 6-2. La série de Sinner s'arrête là. 16 victoires consécutives, 0 défaite jusqu'à ce soir-là. Indian Wells, Jannik Sinner découvre une nouvelle vérité. Mais sur sa route vers l'immortalité, un nouvel obstacle se dresse désormais. Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz finds second, third and fourth gear and races past Jannik Sinner. À 5 ans, il faisait déjà des matchs contre des enfants plus grands que lui et les balles rebondissaient trop haut. Donc il avançait au filet et il volait tous les points sans laisser la balle toucher le sol. Très très vite, Carlos Alcaraz Garcia est un petit phénomène. Il tape fort, il avance dans la balle et il travaille un coup signature sur lequel on va revenir. Mais il a un tempérament de feu. Il déteste perdre. Il jette sa raquette, il pleure, il veut pas quitter le court. Mais 10 minutes plus tard, il se régale et il sourit sur le terrain. Soit il rit, soit il pleure. Là, il a 10 ans. Pendant qu'il est en train de jouer, Albert Molina passe par là. Ça vous dit peut-être rien, c'est un agent de joueur de tennis très influent dans le secteur. Il voit des milliers de gueuses passer, littéralement c'est son métier. Mais là, il sent un truc. En Espagne, tout le monde le cherche. Celui qui viendra remplacer ce gars. Albert va prendre une décision extrêmement risquée. Il signe Carlos Alcaraz, 11 ans, et devient officiellement son agent. Roland Garros 2025. Sinner arrive à Paris en patron. Numéro 1 mondial, favori logique. Dès les premiers tours, il impose sa loi sans discussion. Il écarte Arthur Hinderknecht en 3-7, puis André Rublev avec la même autorité. En demi-finale, il retrouve Novak Djokovic. Une nouvelle fois, la hiérarchie est respectée. 3-7, aucun doute, le passé s'efface. En finale, face à lui, Carlos Alcaraz. L'Espagnol, lui aussi, a traversé le tournoi avec une aisance glaçante. Il survole les premiers tours. En quart de finale, il écrase Tommy Paul sans lui laisser. Une démonstration de force qui rappelle pourquoi Paris est son terrain naturel. En demi-finale, Lorenzo Musetti tente de résister. Mais le combat est trop intense. Le corps lâche. Alcaraz avance. La finale commence pourtant sous le contrôle de Sinner. Il impose son rythme, il dicte les échanges, il joue profond, précis, presque chirurgical. Les 2 premiers sets lui reviennent. À ce moment-là, le scénario semble écrit. Sinner domine. Sinner avance. Sinner contrôle. Mais Alcaraz ne recule pas.
Cette bascule, puis le quatrième. Le match n'est plus une finale, c'est une épreuve. Le cinquième set est un combat pur. Les camps sont épuisés, les jambes brûlent, chaque point est arraché. Le public retient son souffle. Plus de 5 heures de jeu. La finale la plus longue de l'histoire de Roland Garros. Ce jour-là, Alcaraz ne gagne pas seulement un titre. Il impose une vérité. Jannik Sinner peut être un numéro 1. Il peut dominer le circuit. Il peut briser des dynasties. Et pour devenir une légende absolue, il devra passer par lui. Certes, Sinner se relèvera, il remportera Wimbledon. Il s'imposera de nouveau à l'US Open face à Carlos Alcaraz en finale, malgré un début de tournoi titanesque. Mais chaque confrontation majeure, chaque sommet atteint, ramène inlassablement au même nom, Carlos Alcaraz. Le rival, le mur, celui qui empêche l'histoire d'être trop simple. C'est comme si quelque chose s'était brisé et reconstruit en même temps. Après cette finale perdue face à Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ne renonce pas. Au contraire, cette défaite semble révéler quelque chose de plus profond, quelque chose de plus froid, plus déterminé. Quand il revient sur les cours, il est méconnaissable. Il commence par Pékin, sans bruit, sans suspense inutile. Il gagne le tournoi, presque sans discussion. Une démonstration simple, claire, qui envoie un message immédiat. Sinner n'est pas là pour jouer, il est là pour dominer. Puis arrive Paris, le Rolex Paris Master. Cette fois, le contexte est particulier. Carlos Alcaraz, son grand rival, est éliminé dès le premier tour. L'opportunité est là, et Sinner ne la laisse pas passer. Dès son entrée en lice, il impose son rythme. Il expédie le Belge en 2-7. En huitième de finale, il bat Cerundolo 7-5, 6-1. Le match suivant, Ben Shelton est balayé 6-3, 6-3. Puis vient la demi-finale. Face à lui, Alexandre Zverev, numéro 3 mondial. Ce qui suit est presque irréel, Sinner le lamine 6-0, 6-1. Une humiliation sportive à ce niveau. En finale, il affronte Félix Auger-Aliassime. Un match solide, tactique maîtrisé. Sinner s'impose 6-4, 6-6. Il remporte son premier Paris Master sans concéder le moindre set sur toute la semaine. Une performance rare, presque clinique. 2 semaines plus tard, place aux ATP Finals. Et là, Sinner ne laisse plus aucun doute. Il ne joue pas un tournoi, il écrase une concurrence. Il commence par balayer Félix Auger-Aliassime, plongeant sa série de victoires en indoor à 27 matchs consécutifs. Match après match, il avance sans perdre un set, sans trembler, sans ralentir. En finale, le scénario est symbolique. Face à lui, Carlos Alcaraz. Le match est serré, intense. Les échanges sont de violence rare, mais quelque chose a changé. Cette fois, c'est Sinner qui mène la danse. Il contrôle les moments clés, il impose le tempo. Dans les paris sportifs, les cotes deviennent presque absurdes. Sinner est à 1,01 contre 50. Un déséquilibre impensable à ce niveau. Après 2 heures et 15 minutes de combat, Sinner s'impose 7-6, 7-5, toujours sans concéder un seul set sur l'ensemble du tournoi. C'est phénoménal. À la fin de l'année, malgré Carlos Alcaraz redevenu numéro 1 mondial, une chose est évidente. Sur le court, dans le jeu, dans la domination pure, Jannik Sinner est le patron. À cet instant précis, personne ne peut rivaliser avec lui. La machine est lancée.
Et la question n'est plus de savoir s'il va gagner, mais jusqu'où est-il prêt à aller? Mais l'Italien n'en a pas fini. À force de repousser les limites, une réalité finit toujours par revenir. My word. Tout commence à Shanghai. La chaleur est lourde, l'air humide, étouffante. Très vite, quelque chose cloche. Sinner ne se déplace plus comme avant, il ralentit, il grimace. Et puis l'image tombe, brutale, violente. Jannik Sinner boite, le meilleur joueur du monde diminué, exposé. La machine se dérègle. Cette image restera comme un avertissement. Open d'Australie 2026. Sinner réalise un début de tournoi rassurant. Il écrase Hugo Gaston qui finit par abandonner. Il surclasse James Duckworth au deuxième tour. Tout semble redevenir normal. On se dit que Shanghai n'était qu'un accident, que le roi est revenu. Puis arrive le match face à Spizzirri. Mené 6-4 au premier, Sinner semble complètement dépassé. Avec une température ambiante de 40 degrés en Australie à Melbourne, le corps de Sinner fait décès. Le cours, Sinner avance en boitant, le même scénario qu'à Shanghai. On pense que c'est fini, qu'il ne pourra pas continuer. Et puis presque irréel, le toit se ferme. Une interruption, une pause inespérée. Quand le jeu reprend, Sinner est différent. Il respire, il bouge un peu mieux, il termine le match en gagnant les 3 derniers sets. Il écrase ensuite Darderi de Ben Shelton. Il gagne, mais quelque chose a disparu. La fluidité, l'évidence. Arrive alors la demi-finale. Face à lui, Novak Djokovic. Les médias parlent de mission impossible pour le Joker. Le match commence. Sinner, comme prévu, roule sur Djokovic. Mais le Serbe s'accroche. Puis, les coups de Sinner deviennent désordonnés. Une faute, puis 2, puis 3, puis 4. On voit clairement que physiquement, l'Italien n'est plus. Entre les points, il ne court plus chercher certaines balles. Ses coups droits s'échappent, ses revers se dérèglent. Où est passée cette constance folle de Jannik Sinner? Djokovic gagne la balle de match et cette image est terrible parce qu'elle ne montre pas seulement une défaite, elle montre un champion freiné, un corps en train de dire stop. Début 2026, Jannik Sinner est toujours un monstre du tennis, peut-être le plus fort. Mais désormais, son plus grand adversaire n'est plus Djokovic ni Alcaraz, c'est lui-même, son corps. La machine est lancée, et jusqu'où peut-on pousser une machine avant qu'elle ne casse ?